notre invité politique ce matin, c'est Marc Ferracci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le nouveau ministre délégué chargé de l'industrie. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane, Marc Ferracci, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler du budget, parler des questions d'industrie, Marc Ferracci, mais d'abord, au lendemain des commémorations du 7 octobre, on avait évidemment envie de vous faire réagir là-dessus, et notamment au fait que le nom d'Emmanuel Macron a été hué hier soir lors de la cérémonie organisée par le CRIF. Est-ce qu'en disant à 2 jours du 7 octobre qu'il fallait arrêter les livraisons d'armes à l'Israël, le président de la République a commis une faute? Déjà, rappelez qu'on est sous l'émotion de cette commémoration. 96 otages, 48 de nos compatriotes qui ont trouvé la mort le 7 octobre. 2 d'entre eux sont encore retenus par le Hamas, Ofer Calderon et Ohad Yalaomi. Je suis particulièrement ému parce que moi-même, en tant que député, j'ai eu l'occasion de parrainer Ofer Calderon et de m'associer aux efforts pour sa libération. Donc rappelez cela d'abord et rappelez que tous les efforts doivent être faits pour libérer les otages, en particulier nos 2 compatriotes. Ce que le président de la République a rappelé ces derniers jours, c'est que la sécurité d'Israël est évidemment un objectif absolument essentiel, mais que la situation à Gaza doit désormais sortir de cette escalade qui a produit des effets absolument dramatiques pour des milliers, même des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont trouvé la mort. Donc ça, c'est au fond la position intangible de notre pays. Et c'est une position qui s'articule aussi avec la volonté de trouver un cadre politique stable pour la relation entre Israël et les Palestiniens. Et cette solution, c'est important de le rappeler, ne peut se baser que sur la coexistence de 2 États. Mais est-ce qu'il fallait le dire comme ça? Est-ce qu'il fallait dire qu'il fallait arrêter de livrer des armes à Israël? D'autant que la France ne livre pas d'armes à 2 jours des commémorations du 7 octobre. C'est hué hier à l'évocation du nom du président de la République. Est-ce qu'elles ne traduisent pas la colère et un sentiment d'abandon de la part des Juifs de France? Il n'y a absolument pas d'abandon, non seulement d'Israël, mais aussi et surtout de la communauté des Français juifs. On le sait, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a progressé. Le nombre d'actes antisémites a progressé dans notre pays. Et tout sera fait, tout sera mis en œuvre pour, non pas freiner, mais combattre cette tendance à l'antisémitisme. Donc, moi, je veux être extrêmement clair. Il n'y a absolument rien qui remette en cause la solidarité de la France avec le peuple israélien. Il n'y a rien qui remette en cause la défense indéfectible de la communauté des Français juifs. Et encore une fois, ce que le président exprime et ce que Jean-Noël Barrot, dans son voyage dans la région, a exprimé ces derniers jours, c'est une ligne extrêmement constante. Israël a le droit de se défendre, mais il faut une désescalade à Gaza. Il faut une désescalade parce que le coût aujourd'hui humain et humanitaire est beaucoup trop lourd. On va parler de l'actualité politique et notamment à l'Assemblée nationale, puisque cet après-midi, le gouvernement Barnier fera face à sa première motion de censure issue de la gauche. C'est Olivier Faure qui va la porter. Une motion de censure qui ne devrait pas passer, mais est-ce que le vote ne va pas illustrer que la survie de votre gouvernement, vous la devez au Rassemblement national? Vous savez, le Rassemblement national n'a pas les moyens de voter la censure. Il y a 125 députés du Rassemblement national, 140 avec ses alliés du camp d'Éric Ciotti. Donc le Rassemblement national n'a pas, en réalité, les moyens de censurer tout seul. La gauche, et en particulier la gauche de gouvernement, a aussi une responsabilité dans la décision de censurer ou pas le gouvernement. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que... voilà, si le RN vote la motion cet après-midi, vous tombez. On sort d'une période d'instabilité. Nous avons attendu d'avoir un gouvernement. Les Français, je pense, ont envie d'autre chose que cette instabilité. Ils ont envie que le gouvernement se mette à gouverner. Ils ont envie qu'un certain nombre de problèmes trouvent leur solution. Ils ont envie, au fond, qu'on revienne à une forme de normalité dans le fonctionnement de nos institutions politiques. Et je pense que Michel Barnier a bien posé les bases de ce nouveau fonctionnement avec... le principe de respect, d'écoute que l'on doit à l'ensemble des forces politiques, l'idée que nous devons construire ensemble
des majorités texte par texte sur un certain nombre de sujets. Et donc, moi, je ne me situe pas, quand je me lève le matin, dans l'hypothèse qu'une motion de censure sera adoptée, parce que je crois profondément que c'est cet esprit de responsabilité et l'idée que la stabilité doit prévaloir dans notre pays qui va s'imposer. Donc voilà, moi, je ne fais pas de spéculation sur ce que sera le vote des uns et des autres cet après-midi, mais en tout état de cause, mon travail en tant que ministre, en tant que membre du gouvernement, c'est de donner aux Français la solution à leurs problèmes qui sera le garant ensuite de la stabilité institutionnelle. Stéphane ? Les deux grands textes budgétaires, projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, seront présentés en Conseil des ministres jeudi. Quels sont les ajustements prévus qui pourraient avoir un impact sur la compétitivité des entreprises françaises ? Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une situation budgétaire difficile. Difficile au regard des comptes de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, puisque vous avez évoqué le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a des efforts qui vont devoir être faits. Les efforts porteront principalement sur la réduction des dépenses, à hauteur de 2/3 des économies dont nous avons besoin, et 1/3 sur des augmentations de recettes à travers des modifications de la fiscalité. Sur les ajustements qui seront faits. Moi, j'insiste sur un point, et en particulier sur tout ce qui pourra toucher les entreprises, et en particulier les entreprises industrielles, dont je me préoccupe particulièrement, c'est que les ajustements fiscaux doivent être ciblés sur des acteurs qui ont la capacité de les assumer. On pense en particulier aux grandes entreprises, celles qui font des profits, et ils doivent être limités dans le temps. C'est un élément absolument fondamental. C'est un élément absolument fondamental parce que lorsque vous discutez avec des employeurs, lorsque vous discutez avec des entreprises industrielles en particulier, le message qu'ils vous donnent, c'est que dans leurs activités, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de visibilité. Dans l'industrie, on a un horizon temporel qui n'est pas en mois, mais qui est en années, voire en décennies. Mais ça doit être limité à combien ? Ça doit être limité à combien ? Écoutez, moi, je ne vais pas faire... Parce que ça va être long, le rétablissement des finances publiques. Oui, alors, ça va être long. Ça dépend quel horizon se fixe. Le dernier fixe 2029. Exactement. 2029, c'est l'objectif que nous nous fixons pour revenir sous les 3% de déficit. Je pense que c'est un objectif raisonnable, qui peut être atteint en faisant des efforts, et qui peut être atteint aussi en ne renonçant pas, j'insiste, à un certain nombre de réformes structurelles qui sont destinées à créer de l'emploi. Mais donc la contribution, elle doit aller jusqu'en 2029 ? Ou ça doit être plus limité ? Je ne vais pas ici faire les annonces qui seront faites jeudi au moment de la présentation des textes, mais les principes, c'est que les contributions, en particulier celles des entreprises, ont vocation à ne pas être étalées dans le temps sur une période trop longue, parce qu'encore une fois, le signal qui en résulterait serait probablement un signal difficile à entendre. Mais qu'est-ce qui serait bon pour vous ? 1 an, 2 ans, 3 ans ? Mais encore une fois, je ne vais pas répondre sur le paramètre et le contenu des annonces, d'autant qu'il y a un certain nombre d'ajustements sur la fiscalité du capital, sur la fiscalité des bénéfices, sur probablement les cotisations sociales, qui n'auront pas la même nature et qui n'auront peut-être pas d'ailleurs le même horizon temporel. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça n'est pas à moi de faire les annonces, mais ce que je vous dis, c'est que les principes, ça doit être cela, des mesures temporaires, des mesures ciblées et des mesures qui ne remettent pas en cause le cap d'une politique pro-business et d'une politique de l'offre que nous avons depuis 2017. Il y a quelques inquiétudes. Vous dites des mesures ciblées sur les grandes entreprises que les moyens. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'inquiète de l'impact sur les PME pour avoir une augmentation à la fois des charges du SMIC, de l'apprentissage ou des arrêts maladie. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter, la CPME ? Vous savez, on est dans une situation... Ça va toucher aussi les PME. Moi, je l'ai vécu parce que je participais au gouvernement en tant que conseiller ces dernières années, au ministère du Travail ou à Matignon. Nous sommes en train d'organiser, au fond, la fin définitive du quoi qu'il en coûte. Vous me parliez par exemple des aides à l'apprentissage. Les aides à l'apprentissage, elles coûtent très cher aujourd'hui. Les aides à 5 milliards de déficit, c'est ça à peu près ? Alors, ça coûte plus cher encore, mais surtout, on a créé... Par rapport au budget initial. On a créé au moment du Covid, des aides qui avaient vocation à être provisoires pour embaucher les apprentis et que nous avons maintenu à des niveaux similaires et qu'on a maintenu d'ailleurs quel que soit le niveau de diplôme, alors que moi je préférerais qu'on finance l'apprentissage dans les bas niveaux de qualification. Ça, c'est l'exemple type d'un dispositif qui mériterait d'être progressivement atténué
Et il y a des économies importantes à faire. Bien sûr, progressivement atténuées, parce qu'encore une fois, il faut donner de la visibilité aux acteurs. Et moi, j'insiste sur cet élément-là. Vous me parlez de l'apprentissage, je vous réponds. Je pense qu'il y a des efforts à faire sur les aides à l'apprentissage. Vous me parlez des arrêts maladie. On a une augmentation des arrêts maladie depuis un certain nombre d'années qui font que cela coûte aujourd'hui l'équivalent de 16 milliards d'euros à la sécurité sociale. Il y a de bonnes raisons à cela. Le vieillissement de la population fait que vous vous arrêtez plus souvent, l'intensification du travail fait que vous avez parfois besoin de basculer en arrêt maladie, mais il y a aussi probablement des phénomènes d'abus, en tout cas d'excès, qui doivent être corrigés. Donc sur tous ces sujets-là, nous assumons de demander aux acteurs des efforts. Et effectivement, certains efforts pèseront sur les entreprises. Mais c'est un retour à une forme de normalité. On évoquait la normalité politique tout à l'heure. On a aussi besoin de revenir à une forme de normalité économique. Nous avons beaucoup dépensé pour protéger les entreprises et les Français ces dernières années. Et bien là, parmi les exemples que vous me donnez, il y a un certain nombre de dispositifs ou de sujets qui méritent d'être ajustés. Et ça fera des économies. Tout le monde n'assume pas ces efforts dans votre camp. Gérald Darmanin, Gabriel Attal, ils affichent clairement leurs réserves. Vous les entendez, vous les comprenez ? D'abord, Gérald Darmanin et Gabriel Attal sont parlementaires et c'est le rôle des parlementaires de faire des propositions et d'émettre une voix qui peut être différente de celle du gouvernement, même si, je veux quand même le rappeler, ils soutiennent le gouvernement et ils souhaitent la réussite du gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que c'est le rôle d'un président du groupe majoritaire, en tout cas dans le camp gouvernemental, d'émettre des réserves à l'encontre de la politique du gouvernement ? Mais vous savez, vous évoquez le terme de réserve. Moi, je constate qu'il y a des propositions qui sont faites et qui seront regardées dans le cadre du débat parlementaire. Vous savez, jeudi, il y a la présentation des textes budgétaires, mais on va commencer un long processus au cours duquel on va discuter du contenu de cette copie initiale du PLF et du PLFSS. Et d'ailleurs, Michel Barnier l'a bien dit, il faut que le débat parlementaire ait lieu, il faut que les parlementaires fassent des propositions. La seule contrainte qui s'oppose à nous, c'est que nous devons rester dans cette trajectoire budgétaire. On a évoqué revenir à moins de 3% en 2029, et ça suppose de faire 60 milliards d'euros d'économies. Et Gabriel Attal, ils disent qu'il faut travailler plus. Gérald Darmanin, il veut qu'on mette fin définitivement aux 35 heures dans le privé. C'est une piste à regarder, ça ? Toutes les pistes se regardent. Vous êtes favorable, à titre personnel, je ne suis pas certain que ce soit la priorité vers laquelle je serais allé, parce que dans le droit du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent d'annualiser le temps de travail, qui permettent d'assouplir le seuil des 35 heures. Donc, mais au fond, ce sont des débats légitimes. Tous les débats sont légitimes. Et ce que je souhaite, moi, c'est que les propositions que feront les parlementaires s'inscrivent dans cette dynamique. Vous savez, l'ADN de ma famille politique, à laquelle appartiennent Gabriel Attal et Gérald Darmanin, c'est qu'il faut d'abord créer des richesses avant de les redistribuer. Et donc, toutes les propositions qui viseront à créer des emplois, à soutenir la croissance et qui peut-être viendront amender le texte initial, bon, je pense qu'il faut les regarder avec intérêt. Vous parlez de stratégie, de grandes réformes à poursuivre, etc. Il y a ce qu'on appelle la politique de l'offre, qui consiste à réduire les impôts de production sur les entreprises pour leur permettre d'être plus compétitives. Ça, c'est une politique qui a été initiée par François Hollande, qui a été développée par Emmanuel Macron. C'est la ligne claire depuis le début du premier quinquennat. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin de cette politique de l'offre avec un certain nombre de mesures qui vont revenir, qui vont renforcer ou atténuer les baisses d'impôts de production? Je pense notamment à la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est essentielle pour les entreprises et les collectivités. Elle a été réduite de 7 milliards en 2021, de 4 milliards en 2023. Il était question de la supprimer progressivement d'ici 2027. Est-ce qu'elle sera vraiment supprimée, la CVAE, par exemple? D'abord, vous venez de le rappeler, des baisses massives d'impôts de production ont déjà eu lieu. Mais là, j'insiste sur ce point parce que la baisse des impôts de production, qui était effectivement un élément absolument fondamental pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, et notamment de nos entreprises industrielles, elle est actée pour l'équivalent de 12 milliards d'euros. De 12 milliards d'euros par rapport à ce que nous vivions en termes de niveau d'impôt de production en 2017. Donc la question, c'est effectivement de savoir si on a les moyens d'aller plus loin. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin, mais il est évident que dans la situation budgétaire actuelle, eh bien, il faut prendre son temps et prendre le temps d'évaluer les efforts qui sont faits, les impacts qu'ils ont. Mais le principe, je réponds directement à votre question, le principe du cap de la politique de l'offre, eh bien, il n'est absolument pas remis en question. On ne va pas revenir sur des baisses d'impôts de production qui ont été consenties. Il faut être très clair. Vous avez dit, il y a un certain nombre de grandes réformes qu'il faut passer. Il y en a une qui vous tient
tout particulièrement à cœur parce que vous avez été au cœur de cette réforme, c'est celle de l'assurance chômage. Vous avez été conseiller de Muriel Pénicaud, donc vous étiez sur le premier volet de l'assurance chômage, vous étiez auprès de Jean Castex ensuite, c'est une politique que vous avez poursuivie. Vous avez été rapporteur à l'Assemblée du rapport qui concernait le couplage entre la baisse du chômage et le niveau d'indemnité des chômeurs. Donc c'est votre grand dossier. Or, Astrid Panosyan-Bouvet, la nouvelle ministre du Travail, a déclaré dans Ouest France vendredi dernier que en fait, les négociations avec les partenaires sociaux allaient être réouvertes sur l'assurance chômage, sur la base des accords de novembre 2023, et qu'il n'y avait pas de lettre de cadrage de Matignon, c'est-à-dire que les partenaires sociaux vont pouvoir renégocier l'assurance chômage, mais ça veut dire qu'on est parti pour ne pas faire les économies prévues sur l'assurance chômage. Il était question de 3,5 milliards par an à terme. Ça, c'est fini, on renonce à cette... Alors, moi, je suis ministre de l'Industrie, donc je ne vais pas venir sur le terrain de ma collègue Astrid Panosyan, pour qui j'ai par ailleurs énormément d'estime. Mais l'assurance chômage, c'était quand même votre dossier, au départ. Oui, bien sûr, mais je connais très bien ce dossier. On est ici face à une problématique qui est, au fond, quelle relation on veut avoir avec les partenaires sociaux. On sait que les partenaires sociaux sont demandeurs d'un dialogue plus étroit. Ils sont également demandeurs de pouvoir conduire les négociations de l'assurance chômage, mais aussi les négociations sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur un certain nombre de sujets, même si ces négociations n'ont pas forcément abouti dans les derniers mois. Moi, j'observe ici simplement que les décisions qui ont été annoncées sont des décisions qui vont dans le sens d'une reprise des négociations sur la base de l'accord de novembre dernier, de novembre 2023. Est-ce qu'il y aura un document de cadrage ou pas de document de cadrage? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Elle a dit qu'il n'y en aurait pas. Encore une fois. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est que quand on va sur le terrain, eh bien, on est confronté, qu'on soit dans l'industrie ou qu'on soit dans les services, on est confronté à la problématique des tensions de recrutement. Moi, je veux insister là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Les tensions de recrutement, elles s'expliquent par beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement le sujet de l'assurance chômage, c'est l'attractivité des métiers, c'est la capacité à verser de bons salaires. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les entreprises ont du mal à recruter. Mais j'espère que les partenaires sociaux, dans le cadre de leurs négociations, vont se préoccuper de ce problème. Parce que c'est un problème qui reste aujourd'hui au cœur des difficultés et de la compétitivité de nos entreprises, en particulier de nos entreprises industrielles. Et donc j'espère que dans le dialogue qui va se poursuivre, eh bien, on prendra en compte ces éléments-là. Un mot, puisque parmi les pistes, le gouvernement envisage de remonter la taxe sur les prix de l'électricité. Est-ce que les entreprises vont être touchées ? Alors, encore une fois, je ne vais pas faire les annonces qui auront lieu jeudi. Néanmoins, je pense que là, on est plutôt sur une taxe qui va toucher les ménages. Mais ça me permet quand même de vous dire que les prix de l'électricité pour les entreprises, en particulier pour les entreprises industrielles, sont un sujet extrêmement lourd. On a aujourd'hui devant nous la fin, c'est un petit peu complexe, mais la fin d'un système qui va advenir au 1er janvier 2026, qu'on appelait le système de l'Arenh. Pour aller vite, c'est un système qui donnait accès à nos industriels à une électricité à un prix assez raisonnable. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec EDF pour s'assurer que dans sa relation avec les industriels, et en particulier les industriels qu'on appelle les électro-intensifs, les entreprises de la métallurgie, de la chimie par exemple, qui utilisent beaucoup l'électricité, eh bien, des perspectives soient données pour, pendant 10 ans, pendant 15 ans, avoir la certitude qu'elles auront accès à de l'électricité à un coût raisonnable. Et ça va être mon travail de ministre de l'Industrie sur les entreprises, et en particulier sur les entreprises industrielles électro-intensives, que d'accompagner cette négociation et de faire en sorte que des efforts soient faits pour sécuriser la compétitivité de ces entreprises. Mais il y a un risque que cette taxe grève la compétitivité des entreprises? L'augmentation de cette taxe grève la compétitivité des entreprises? On fera en sorte que ça ne soit pas le cas. Sachant que c'est la production d'énergie notamment, enfin d'électricité nucléaire, décarbonée à bas coût, et un atout majeur pour la France en termes de compétitivité internationale. Donc on n'y touche pas. Bien sûr. Vous voulez sécuriser à long terme, vous dites des accords de 10 à 15 ans. Tout à fait, ce sont des contrats qui sont signés entreprise par entreprise avec EDF. Et aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que beaucoup
de contrats soient signés, et c'est ce qui va nous occuper dans les prochaines semaines. Il faut que les contrats soient signés dans de bonnes conditions pour nos industriels. Alors, la France a été le premier pays européen pour l'accueil des investissements étrangers pendant 5 années de suite. C'était encore le cas l'année dernière. Est-ce que ce sera le cas cette année à nouveau? Ça, je ne sais pas le dire. C'est un classement qui est opéré par une entreprise qui s'appelle EY. Je l'espère, mais je vous remercie de rappeler que tout ce qui a été fait pour affirmer un cadre fiscal, un cadre en matière de droit du travail, pour affirmer des investissements dans les filières d'avenir, a produit des effets. On recrée des emplois dans l'industrie, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme aujourd'hui. Et ça, c'est un acquis qu'il faut absolument préserver et consolider. On est les champions en Europe pour attirer les investissements étrangers, mais on est en retard sur les emplois que créent ces investissements. Ça en crée moins que chez nos voisins européens. On n'est pas en retard. Ça en crée moins que chez nos voisins européens. Il y a par rapport aux ouvertures d'usines, un nombre d'emplois créés par ouverture d'usine un peu moindre. Mais au fond, moindre. Mais comment vous l'expliquez? Comment vous y remédiez? Non, mais ce qui est important, c'est la dynamique. Vous savez, se comparer en niveau à nos voisins, ça n'est pas forcément très facile à faire parce que tout le monde a un modèle économique et un modèle industriel un petit peu différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. On sait qu'il y a des filières. Vous savez, l'industrie est un secteur qui est assez hétérogène. Il y a des filières qui vont très bien, l'aéronautique, le luxe, la cosmétique. Et puis, vous avez des filières qui subissent de plein fouet une concurrence internationale extrêmement vive. Je pense en particulier à l'automobile, à la chimie, qui sont confrontés à des compétiteurs américains ou chinois qui ont accès à une énergie, une électricité à bas prix, qui ont souvent surinvesti et parfois sursubventionné leur industrie. Donc, je réponds à votre question, comment on résout ces problèmes, comment on consolide les filières qui vont bien et comment on renforce et on aide les filières qui ont des difficultés. D'abord, en sortant d'une forme de naïveté. Et ça, l'Europe l'a fait ces dernières années, et mes prédécesseurs en ont été les garants, sur la compétition internationale. Il y a quelques jours a été annoncée une taxation des véhicules électriques chinois par l'Union européenne. Moi, je me félicite de cette décision parce qu'elle va protéger notre filière de véhicules électriques qu'on a besoin d'aider. Mais on va aller plus loin. Et moi, en tant que ministre de l'Industrie, je vais m'intéresser à la manière dont s'organise la commande publique pour faire en sorte que la commande publique soit plus orientée vers du fabriqué en France ou du fabriqué en Europe. On va évidemment essayer de sanctuariser un certain nombre d'investissements qui ont été faits ces dernières années, notamment les investissements dans le cadre du plan France 2030. On va essayer de simplifier. Il y a encore beaucoup à faire pour simplifier l'installation des sites. La loi Industrie verte de mon prédécesseur Roland Lescure a fait des choses. Je pense qu'il y a encore des leviers pour cela. Donc il y a beaucoup de leviers à actionner pour consolider notre base industrielle. On va essayer de les actionner. Il y a beaucoup de leviers, mais il y a un gros handicap. C'est qu'on sait qu'un déficit public chronique et une dette délirante, c'est aussi la promesse d'augmentation d'impôts spectaculaires à long, à moyen ou à court terme. Enfin, voilà. Est-ce que ça ne fait pas partie des choses qui peuvent casser la dynamique que vous décrivez en termes d'investissement étranger? L'attractivité de la France va pouvoir demeurer. Je ne partage pas votre constat initial selon lequel la dette signifie nécessairement et durablement surtout des augmentations d'impôts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les efforts en matière de fiscalité que consentiront les entreprises, je les espère provisoires, je les espère temporaires. Et au fond, pour réduire la dette, vous savez, vous avez 3 leviers. Vous avez augmenté les impôts, c'est le levier de facilité. Et vous avez 2 autres leviers que moi, je souhaite qu'on privilégie, c'est créer des emplois et donc continuer à faire des réformes structurelles, s'investir notamment dans la question des compétences. Moi, je vais le faire beaucoup, faire en sorte de faire aimer l'industrie et de faire en sorte que les entreprises industrielles aient une main-d'œuvre qualifiée pour recruter. Ça, c'était le pari du gouvernement et notamment du gouvernement précédent. Ça n'a pas marché. Écoutez, si vous regardez la progression de l'emploi industriel, des résultats ont été obtenus. Beaucoup de formations industrielles ont ouvert. Et le deuxième levier, évidemment, c'est la réduction des dépenses raisonnée en s'attaquant à celles qui génèrent des effets d'aubaine, à celles qui sont inefficaces. Moi, je préfère qu'on crée des emplois et qu'on réduise les dépenses plutôt qu'on augmente les impôts. Là, on est obligé de le faire de manière temporaire. Dernière question, Stéphane. Un dernier mot. On parle beaucoup du déficit public. On ne parle pas beaucoup du déficit commercial de la France, qui est calamiteux et chronique lui aussi depuis 20 ans. Est-ce que vous avez un plan pour redresser la barre de nos exportations et réduire nos importations? Mais le plan, il repose sur un principe, c'est favoriser la compétitivité de nos entreprises, et en particulier de nos entreprises industrielles. La compétitivité, elle tient au coût de production et notamment au prix de l'énergie. Elle tient aussi à la manière dont on maîtrise les coûts du travail. Elle tient à la manière dont on sanctuarise ce qui a été fait en termes de baisse d'impôts, à la fois sur les impôts de production, puis sur l'ensemble de la fiscalité des entreprises. Et surtout,
elle repose sur le fait de donner un cap clair et de ne pas en dévier. Et moi, j'insiste là-dessus. La stabilité, c'est l'atout et le trésor le plus précieux dont nous disposons pour aider nos entreprises industrielles. Merci Marc Ferracci, merci beaucoup d'avoir été notre invité.